bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'aimerais remercier Madame la maire pour d'abord son cette salle prestigieuse, impressionnante, qui frappe effectivement par la qualité de son architecture, et également pour ses aimables mots d'introduction. Et puis j'aimerais évidemment remercier aussi M. Eric Amand, secrétaire général fédéral, pour avoir donné l'occasion de m'exprimer ici ce soir devant vous. Et puis naturellement, je vous remercie de votre participation nombreuse pour cette petite présentation. Alors comme ça a été dit, moi je viens du journalisme. D'abord je suis suisse, donc né dans les Alpes, lointaines Alpes valaisannes. Je suis un homme des montagnes, descendu à la ville à Genève pour faire ses études de sciences politiques, et ensuite je suis entré dans le journalisme où j'ai effectivement exercé diverses responsabilités. Je dirige actuellement le Club Suisse de la Presse, qui est une organisation qui rassemble les médias à Genève et dont le but principal est d'organiser des rencontres de presse entre les personnalités qui visitent Genève dans le cadre des institutions internationales, des organisations internationales, et les journalistes. Je suis une trentaine de chefs d'État, une cinquantaine de ministres, des milliers de représentants d'ONG et de grandes entreprises dans ce cadre-là. Je continue à le faire, en tout cas jusqu'à la fin de cette année. Alors pourquoi ce titre sur l'Europe? Pourquoi ce regard sur l'Europe? Dans ma génération, je suis né en 1956, donc on peut dire que je suis né en même temps que l'Europe, mais quelques mois plus tard, en 1957, en tout cas pour le marché commun. J'ai été un Européen convaincu dans ma jeunesse. J'étais un militant pro-européen. On appelait ces militants en Suisse les Euro-Turbo, parce qu'ils voulaient que la Suisse adhère à l'Union européenne. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, c'était la communauté européenne. Dans les années 80, j'ai même été à l'origine d'une initiative populaire suisse. En Suisse, on devait recueillir 100 000 signatures de citoyennes et de citoyens pour demander l'adhésion de la Suisse à la communauté, à la CE. Cette initiative a échoué, on n'a pas réussi à recueillir le nombre de signatures nécessaires, on a recueilli 50 000, 55 000 sur les 100 000, et le projet a échoué. Puis 15 mois plus tard, la Suisse a dû voter sur, vous vous souvenez peut-être, sur l'espace économique européen, qui était une conception, une institution qui, dans l'esprit de Jacques Delors, qui était à l'époque président de la Commission européenne, devait accueillir les États impétrants. Il y en avait deux natures en 1991. Il y avait les États dits neutres, l'Autriche, la Suède, la Finlande, notamment, et Malte, du côté de l'Europe de l'Ouest, et puis naturellement les nouveaux pays d'Europe de l'Est qui, au moment de la chute du communisme, les années 91-92, voulaient adhérer à l'Union européenne. Et malheureusement, suite à l'échec de cette votation populaire en Suisse, qui a donc refusé d'intégrer l'espace économique européen, cet espace est pratiquement tombé d'un jour à l'autre, tombé à néant. Il existe toujours, mais il n'y a plus que la Norvège qui en est membre, parce que les autres États, donc je viens d'énumérer, l'Autriche, Suède et la Finlande, ont décidé, puisque la Suisse n'était pas, n'avait aucune raison d'adhérer à cet espace, ont voulu, au fond, tout de suite intégrer l'Union directement. Et ça a été le cas des autres pays d'Europe de l'Est. Donc on peut dire que le non suisse à cet espace a précipité l'Europe dans un élargissement tous azimuts, d'une façon trop rapide, sans qu'il y ait eu la possibilité de prendre le temps d'intégrer ces nouveaux États, et a perturbé l'approfondissement de l'Europe, des institutions européennes, telles qu'aussi il avait été voulu par Jacques Delors à l'époque. Donc la Suisse a joué un rôle, au fond, on va dire, négatif dans l'approfondissement de l'Europe par son nom le 6 décembre 1992. La Suisse a joué aussi un autre rôle, c'est qu'à ce moment-là, les partis dits populistes, dits nationalistes, ont pris conscience
qui pouvait gagner dans les urnes, parce que c'était le parti UDC, qui s'appelle l'Union démocratique du centre chez nous, qui a été le fer de lance de cette opposition à l'Europe et qui a gagné dans les urnes. Donc du coup, ça a boosté, ça a donné un coup d'impulsion à ces partis qui ont pris conscience qu'ils pouvaient gagner devant les urnes. C'était positif parce qu'en ce sens, ça les a convaincus que jouer le jeu démocratique pouvait donner des bons résultats pour eux, mais ça a aussi pu donner cette impulsion à ces partis qu'on qualifie avec mépris de populistes, alors que pour moi, ce terme n'est pas tout à fait approprié, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà un petit peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Et après ce vote du 6 décembre suisse, je me suis posé la question, mais comment peut-on encore être un euro-turbo alors que la majorité démocratique du peuple suisse s'est opposée à l'Europe? Et la question se posait, est-ce que l'élite, à laquelle je pensais faire partie, au fond, peut s'asseoir sur la décision démocratique ou pas? Ou est-ce que ce n'est pas le peuple qui a raison contre l'élite? Et je me suis dit que si on est des démocrates sincères, ce que je suis, on devait plutôt accepter la votation populaire, quitte à ce qu'elle nous déplaise, plutôt que l'inverse. Parce que pour moi, le peuple a toujours raison. En tout cas, dans l'esprit suisse, on appelle le peuple souverain. Vous appeliez M. Montesquieu le roi, le souverain à l'époque, mais pour nous, le roi, c'est le peuple. Ce n'est pas le président de la République et nous l'appelons comme ça dans les médias. On parle souvent du souverain pour désigner le peuple, parce que c'est lui qui est le pouvoir suprême. Dans notre représentation, disons, du fonctionnement de la démocratie. Et à partir de là, effectivement, je me suis dit que cette Europe, la démocratie l'emportait. Et à partir de là aussi, j'ai vu que l'Europe prenait une orientation qui était, à mes yeux, de plus en plus, disons, critiquable, sinon déplaisante, des options économiques, aussi des options politiques et géopolitiques, en intervenant en Yougoslavie. Donc l'Europe s'était toujours présentée comme un facteur de paix. C'est vrai qu'elle avait réussi à rétablir la paix entre la France et l'Allemagne, c'est vraiment à mettre à son crédit, mais pouvait aussi, le cas échéant, faire la guerre. En Yougoslavie, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une guerre qui s'est déclenchée aussi grâce au soutien de certains Européens, en premier lieu de l'Allemagne. En premier lieu de l'Allemagne, qui, au fond, n'avait jamais admis avoir perdu la guerre de 14 et celle de 45 contre les Balkans. Je rappelle quand même que l'Autriche-Hongrie était très présente dans les Balkans à l'époque, dans tout le monde germanique. Et au fond, c'était une occasion pour l'Allemagne de retrouver son influence dans cette région du monde, et en acceptant de reconnaître à mes yeux trop rapidement la volonté d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, elle a précipité la Yougoslavie dans la guerre civile. On aurait pu agir différemment. Même chose pour le Vatican, qui a saisi cette occasion de soutenir les catholiques croates contre le monde orthodoxe. Mais on y reviendra, j'aimerais aussi qu'on puisse discuter cette thèse. Bref, l'Europe m'a semblé, disons, prendre une mauvaise direction, surtout à partir de cette époque. Puis au même moment, elle m'a semblé aussi, disons, rater une opportunité énorme qui était au fond de faire alliance, ou en tout cas d'établir un partenariat avec la Russie. C'était le projet de Mitterrand, on peut penser ce qu'on veut de Mitterrand, mais le projet de maison commune de Mitterrand et de Gorbatchev, qui consistait à créer cette maison commune dans laquelle on aurait pu avoir les pays européens, l'Europe occidentale d'un côté et la Russie de l'autre, avec une architecture naturellement à définir, était une immense opportunité pour l'Europe en tant que continent de réaccueillir en son sein cette partie importante de sa propre civilisation qu'est le monde russe. Puisque depuis Catherine II, depuis Pierre le Grand, depuis le XVIIIe siècle, les philosophes français, Voltaire, Diderot, qui conversaient avec
avec Catherine II, eh bien, la Russie fait partie intégrante de l'Europe moderne. Je ne dirais pas le rôle qu'elle a joué contre Napoléon, mais aussi avec la France dans la Première Guerre mondiale et ensuite dans la Seconde. Donc, c'était une occasion inespérée de remettre la Russie dans le jeu européen, et ça a été raté. Ça a lamentablement échoué. On n'a pas donné suite à ce projet de maison commune, et on en paye les conséquences aujourd'hui. Ni l'Union européenne, ni les États membres de l'Union n'ont su saisir cette immense occasion. Voilà pourquoi, je dis, depuis les années 90, des erreurs ont été commises et des occasions ont été manquées. Ceci pour situer le contexte dans lequel personnellement je m'inscris et qui m'ont fait douter, au fond, du bien fondé des orientations prises par le projet européen à partir de cette époque. Alors j'ai essayé de comprendre, aussi dans ce livre, pourquoi on était arrivé là, et essayer de saisir le moment historique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui en Europe. Pour voir ça dans un contexte à la fois beaucoup plus large, et essayer de mieux comprendre justement vers quel destin, au fond, on peut s'orienter. Et je suis parti effectivement de considérations historiques. J'ai notamment exploré les 6 tentatives d'unification européenne qui ont eu lieu avant l'Union européenne. J'en ai repéré 6, après ça peut se discuter. Je l'ai fait remonter à Charlemagne. Charlemagne a été la première grande personnalité historique européenne qui a essayé de reconstituer un empire européen en 800 après Jésus-Christ, donc il y a 1200 ans, sur les décombres de l'Empire romain. Et Charlemagne a réussi pendant 50 ans, l'Empire carolingien a tenu une cinquantaine d'années, mais il a échoué parce qu'il s'est démembré après le traité d'Aix-la-Chapelle en 843, parce que l'Empire s'est désagrégé en Lotharingie, Francie-Lotharingie et la partie germanique à l'est. Par défaut, au fond, de gouvernance, par une mauvaise gouvernance, on dirait ça en termes modernes, par un déficit de gouvernance qui, à l'époque, avait lieu au fonctionnement dynastique des héritiers de l'Empire. Mais c'est un problème de gouvernance. Dans un système monarchique, si on n'est pas capable de transmettre nos royaumes de façon appropriée à ses successeurs. Et puis, d'autre part, on y reviendra aussi, Charlemagne a péché par un excès de violence. Il y a eu 3 autres tentatives de créer une Europe par la force ou par la violence. La suivante a été celle de Napoléon. Napoléon a essayé de créer une Europe en s'inspirant des valeurs françaises héritées à la fois de la monarchie, puisqu'il s'était fait élire, enfin nommé couronné empereur. Donc il prenait l'héritage monarchique de côté, puis l'héritage républicain avec les valeurs de citoyenneté, d'égalité, de liberté qui avaient été 15 ans plus tôt, qui s'étaient imposées à travers la Révolution française. Mais Napoléon a essayé d'unifier l'Europe par la force de ses armées. Il y est parvenu pendant une douzaine d'années, mais il a lutté contre les obstacles, les résistances qu'il a lui-même suscitées, résistance russe, résistance prussienne, résistance autrichienne, résistance anglaise. L'ensemble des autres Européens, une majorité d'Européens contre lui, et on voit aussi que la solution de la force n'a pas marché, malgré les réformes aussi utiles que Napoléon a apportées, notamment en matière de code civil, de code des obligations, droit du travail, du commerce, etc. Troisième tentative d'union par la force, celle de Hitler. Hitler avait un projet européen, le New York non seulement pas la nouvelle Europe, qu'il a lui-même essayé d'imposer avec une violence, alors elle extrême, puisqu'elle s'est terminée par l'extermination des Juifs et l'extermination d'une partie du monde slave. On oublie aussi des Tziganes, etc. On oublie aussi qu'Hitler a quand même tué des millions de Slaves dans ses actions, soit à l'Est, soit dans les camps de concentration. Donc on voit que cette tentative de Hitler a également échoué,
aussi parce qu'elle contredisait des valeurs européennes fondamentales qui étaient des valeurs de liberté, dont la France fait évidemment l'artisan à travers le siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau, etc. Et puis des valeurs d'égalité qui sont aussi une revendication profonde et aussi une conquête, on va dire, de l'Europe, même si l'égalité ne fait pas l'unanimité, mais peu importe. Donc en contredisant aussi ces deux valeurs fondamentales, Hitler a rapidement échoué. Un autre dernier essai de l'unification de la France, c'est de Staline, qui, en défendant lui l'égalité, mais contre la liberté, parce que le communisme était l'égalité absolue contre la liberté, puisque ça s'est fait de manière dictatoriale avec la dictature du prolétariat et la sienne en particulier, a également échoué après 50 ans, on va dire 70 ans, 1917 à 1991, elle aussi échoué parce qu'elle contrevenait au fond à des valeurs fondamentales. Donc ces tentatives d'unification par la force ont été plus ou moins rapidement éliminées de l'histoire. Il y en a deux qui ont duré beaucoup plus longtemps, qui se sont faites aussi avec une certaine violence, mais aussi avec un certain consensus. Il s'agit du Saint-Empire romain germanique, qui a pris la succession de Charlemagne en 962. Donc, le duc Otton de Saxe, se souvenant de l'expérience de Charlemagne, a recréé un empire. Il s'est fait couronner à Rome, comme Charlemagne, 162 ans plus tard, et il a donné naissance à un empire qui a duré 800 ans. C'est Napoléon qui a mis fin en 1806, mais 800 ans, c'est quand même une performance. Et cet empire a été durable parce qu'il a su apporter à ses membres de la sécurité, c'est-à-dire de la protection, dimension essentielle de l'État, et puis aussi un certain, je dirais, mode de vie, enfin une certaine sécurité économique, un développement économique, parce qu'à l'intérieur du Saint-Empire, eh bien, on avait limité les péages, enfin c'était la libre circulation des biens de l'époque, on avait une monnaie, les monnaies, on pouvait changer les monnaies, donc on avait une espèce de marché commun, une première esquisse de marché commun dans ce Saint-Empire qui était supranational puisqu'il regroupait la France, la Francie, la Bourgogne, la Belgique, donc le Benelux, l'Allemagne occidentale, la Suisse et le nord d'Italie. Donc, voilà déjà. Et si vous regardez du point de vue historique, les fondateurs, les signataires du traité de Rome en 1957 regroupent, à l'exception de la Suisse, exactement les nombres du Saint-Empire de 962. Tous les pays qui ont signé faisaient partie du Saint-Empire. Je dis à l'exception seulement de la Suisse. On retrouve 1200 ans après cette même structure, ce qui est assez fascinant. Donc cet empire a su durer, mais en même temps il a été affligé lui aussi de défaut de gouvernance rédhibitoire. Il n'y avait pas de gouvernance claire, l'empereur était élu, il donnait une forme de démocratie par les ducs, les chefs d'État membres de l'Empire, donc il donnait une représentativité, mais qui ne lui donnait pas, je dirais, un pouvoir central suffisant pour régler les problèmes auxquels se trouvait confronté cet empire. Et au fond, cet empire s'est délité gentiment par des exils successifs, les Francs, ce que veut dire la France plus tard, la Bourgogne, la Belgique, l'Italie, etc., se sont peu à peu, la Suisse s'est détachée au XVIe siècle, de cet empire qui a fini recroquevillé sur l'espace qui correspondait à l'ancienne République fédérale d'Allemagne, donc l'espace purement germanique, au bout, à la fin. Mais, durabilité exceptionnelle. Et le fonctionnement de ce Saint-Empire ressemble beaucoup à celui de l'Union européenne actuelle. On retrouve beaucoup de caractéristiques, c'est-à-dire un foisonnement d'institutions, mais confuses, au pouvoir mal délimité. Les frontières de l'Empire étaient mal délimitées, comme celles de l'Union européenne d'aujourd'hui, mouvantes. La répartition du pouvoir était mal limitée entre l'empereur, entre les princes électeurs, entre la Diète qui représentait le Parlement, tout ça était assez confus. Même enchevêtrement d'institutions
qui ne donnait pas une lecture, une lisibilité claire de qui devait faire quoi au sein de l'Empire. Dernière tentative qui a duré aussi, celle de l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois était aussi un succès parce qu'il a duré longtemps, plusieurs siècles, et qu'il a réussi à faire vivre sous un même toit une quinzaine de nationalités. Il y avait des Slovaques, des Slovènes, des Tchèques, des Polonais, des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, il y a eu des Suisses, il y a eu à un moment donné aussi des Alsaciens, Mulhouse, enfin, etc., qui étaient, j'ai cité les Italiens, enfin voilà, les Croates, bref. Donc, une quinzaine de nationalités qui ont réussi à vivre sous un toit de façon relativement pacifique et pacifiée. Donc on peut dire que cet empire austro-hongrois a aussi été un succès. D'ailleurs, il a laissé une grande nostalgie après sa disparition. On a salué sa disparition, mais on a aussi regretté les écrivains italiens, Claudio Magris par exemple, Stefan Zweig, qui ont ressenti l'immense perte au fond lorsque l'Empire austro-hongrois a terminé sa carrière par la défaite de 1918, puisqu'il avait fait le mauvais choix. Donc, voilà aussi avec un système de gouvernance beaucoup plus centralisé que le Saint-Empire, mais avec aussi des problèmes de représentativité au fond des peuples qui le régissaient, puisque l'Empire austro-hongrois, c'était avec le traité de 1857 avec la Hongrie, avait cette double monarchie austro-hongroise, mais au fond laissait les autres peuples membres, les autres ethnies, peu importe comment on les appelle, au fond mal associées à l'exercice du pouvoir et donc revendicatrices, et finalement ça a créé l'émergence du nationalisme qui a eu aussi la peau de l'Empire au moment où elle a commencé, disons la défaite militaire a commencé à survenir à partir de 1916. Les problèmes militaires sont devenus trop importants. Donc voilà un peu ces étapes. Et là, on peut dire qu'il y a ces deux exemples qui n'ont pas, disons, ne sont pas servis de la force pour exister, ont inspiré aussi l'Union européenne par leur mode de fonctionnement et doivent aussi nous peut-être servir d'inspiration en termes de durabilité. Et puis l'Union européenne est arrivée là-dessus. Et pour moi, l'Union européenne, je dis, possède beaucoup de caractéristiques du Saint-Empire romain germanique. Et au fond, pourrait connaître, c'est un des scénarios que j'esquisse, pourrait connaître le même destin. Parce que ces défauts de gouvernance amènent à des exits. Le premier exit, c'est le Brexit. Le Saint-Empire, après un siècle de croissance, un siècle et demi de croissance, a commencé à connaître des exits. Aujourd'hui, après 70 ans de croissance, l'Union européenne commence à connaître ses premiers exits. Donc il y a un problème. Et si on a d'autres, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième chose, le problème de la structure du pouvoir, donc au fond du manque d'État fédéral, on y reviendra plus tard, c'est aussi un grave problème, parce qu'il se passe à Bruxelles n'est pas clair, c'est opaque, etc. Il n'y a pas de réel gouvernement européen, en tout cas pas démocratique, on en verra aussi. Donc, un des destins possibles de l'Union européenne, c'est de finir comme le Saint-Empire, par se déliter gentiment, par perdre ses membres gentiment, par perdre ses prérogatives gentiment, de façon presque inodore et indolore, mais de façon inexorable, jusqu'à finir par être une coquille vide. Ça, c'est possible. Deuxième exploration historique que j'ai voulu faire, c'est une comparaison. Une comparaison n'est pas raison, mais une comparaison quand même, une analogie avec la Grèce antique. Je me suis dit, si on examine l'histoire grecque, l'apogée de la Grèce est au temps de Périclès, on connaît ça, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui a construit le Parthénon, c'était l'explosion de la civilisation grecque, avec tous les philosophes, etc. Mais la Grèce, du fait même de son expansion coloniale, donc elle avait des colonies un peu partout dans le monde méditerranéen, est entrée en collision directe avec l'Empire perse. C'était les fameuses guerres médiques qui ont été gagnées par les Grecs contre le Grand Empire.
ce grand empire a créé un afflux de richesses, soudain en Grèce, et les Grecs, qui se faisaient la guerre entre eux, mais pas trop, au fond étaient victimes de cet afflux de richesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incapables de répartir ces richesses de façon égale. Il y avait un trésor, le trésor de Délos. Les Grecs ont mis ensemble le trésor conquis sur les Perses dans une petite île qui s'appelait Délos, qui était gérée par Athènes, parce qu'Athènes c'était un peu l'ex-Sparte, mais surtout Athènes, la principale ville, le principal État qui avait permis de battre les Grecs avec les Spartiates, naturellement. Le trésor était géré en commun à Délos pour l'ensemble des Grecs. Or, qu'a fait Périclès? Il a rapatrié le trésor de Délos à Athènes. Il l'a puisé dans la caisse pour construire le Parthénon. Nous, on est les héritiers du Parthénon, mais vu les Grecs de l'époque, c'était une pure spoliation. Ils s'emparaient d'un trésor commun pour construire un grand temple et des grandes choses chez lui, mais pas dans le reste de la Grèce. Et ça a fait quoi? Ça a entraîné la guerre du Péloponnèse. En 432, donc quelques années après que Périclès a décidé de puiser dans la caisse commune pour construire le Parthénon, Sparte a dit ça suffit, et a déclaré la guerre avec tous les alliés, Corinthe, etc., contre Athènes. Et pendant 30 ans, cette guerre a duré 30 ans, 432 à 404, 28 ans pour être précis, en 2 étapes. Une première guerre qui s'est terminée par une paix, ensuite un entre-deux-guerres de 8 ans, et une deuxième guerre qui a été perdue par les Athéniens. Qu'a fait l'Europe? Exactement la même chose. Elle s'est développée au XVIIIe, elle a fait des conquêtes coloniales, d'abord les Espagnols, les Anglais, les Français, etc. Cet afflux de richesse, cet afflux de puissance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené l'Europe à se faire la guerre. C'était tout le XIXe siècle, ces fameuses guerres des débouchés, où les puissances occidentales, les tensions se sont accumulées pour la répartition, la conquête de ces richesses, d'une part, que la colonie, et la répartition de ces richesses. Donc l'Allemagne, qui avait été exclue des conquêtes coloniales parce qu'elle n'avait pas de marine, qu'elle était divisée jusqu'en 1870, que le Kaiser s'est fait couronner à Versailles, pas loin d'ici, que l'Allemagne s'est réunifiée, qu'elle s'est développée, qu'elle a commencé à acquérir une puissance énorme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois qu'elle a acquis cette puissance, elle a voulu, elle aussi, avoir des colonies. Mais il n'y avait plus de place pour les colonies. Elles étaient hollandaises, françaises, portugaises, espagnoles, etc. Donc, elle s'est sentie frustrée et elle a réagi avec un accroissement de tension qui a débouché sur une guerre civile, la guerre de 14-18. Cette guerre civile a duré 30 ans, de 1914 à 1945, 31 ans, tout petit peu plus que la guerre du Péloponnèse, mais elle a eu le même effet. C'est-à-dire que la guerre du Péloponnèse a détruit, a cassé le ressort de la civilisation grecque. Après la guerre du Péloponnèse, la civilisation grecque s'est étiolée. Il y a encore eu Aristote, ok, mais au fond, la grande période de la philosophie, des arts, etc., a fini par disparaître petit à petit. Et l'Europe, c'est exactement la même chose. Après cette guerre civile énorme, les ravages qu'elle a causés, entre France, Allemagne, principalement Allemagne et Grande-Bretagne, enfin vous la connaissez aussi bien que moi, le ressort de la civilisation européenne, à mes yeux, s'est cassé. Ça ne veut pas dire que l'Europe a disparu, ça ne veut pas dire qu'on est là. Cette puissance intellectuelle qui s'était déployée tout le XVIIIe siècle, tout le XIXe siècle, avec l'apport au XIXe siècle de l'Allemagne, de l'Aufklärung, de la puissance allemande, de la science, etc., qui a apporté la Russie aussi, avec tous ses écrivains, etc., ce ressort-là s'est cassé après 1445. Il n'a pas disparu, mais il s'est cassé. Et qu'est-ce qui s'est passé en Grèce après la guerre du Péloponnèse? Les Grecs avaient pris conscience de ces ravages énormes. Ils ont essayé de compenser ça en se disant il faut qu'on fasse des ligues, il faut qu'on arrête de se taper dessus, il faut qu'on crée des confédérations. Exactement comme l'Europe qui s'est dit il faut qu'on fasse une union, il faut qu'on arrête de se taper dessus, il faut que les Français et les Allemands arrêtent de se taper dessus, il faut qu'on crée une Union européenne
pour essayer de dépasser ces guerres qui nous détruisent. Et les Grecs ont essayé de le faire. Ils ont fait plusieurs ligues, la Ligue acadienne, la Ligue étolienne, je vous passe les détails. Ces ligues n'ont jamais réussi. Elles ont réussi partiellement, parce que pendant plusieurs décennies ça a marché, mais elles n'ont jamais tout à fait abouti. Pourquoi? Parce qu'elles étaient divisées entre elles, parce qu'il y avait toujours une partie des Grecs qui était exclue. Il y avait les Athéniens et les Spartiates d'un côté qui s'étaient rabibochés après, où il y avait les Corinthiens avec les gens d'Ithaque, enfin peu importe, mais il y a toujours des gens qui étaient exclus. C'est exactement ce qui se passe en Europe. On fait l'Europe, on exclut la Russie et la Serbie. On exclut une bonne partie de la civilisation européenne orthodoxe, proche de nous, alors qu'on fait alliance avec les Américains, qui sont très bien, j'ai rien à leur reprocher, mais qui sont quand même à 5000 km de chez nous. Donc on voit qu'en excluant une partie des gens, eh bien, on crée aussi des conditions pour des frustrations qui augmentent notre division, parce que chacun va essayer de s'ingérer dans les affaires de l'autre et se dire. Et les Grecs n'ont jamais tout à fait réussi à dépasser ces divisions internes. Ils se sont parfois fait la guerre, et qu'est-ce qui se passait? Une partie des Grecs faisait appel à des étrangers pour les soutenir dans leur querelle interne à la Grèce. On a fait appel aux Macédoniens. Alors les Macédoniens ne sont plus tout seuls, hein, parce que Philippe de Macédoine et Alexandre, qui étaient des demi-Grecs, on va dire. Pour les Grecs, ce n'étaient pas des vrais Grecs, mais pour les Macédoniens, c'était quand même des Grecs qui parlaient une langue très proche du doyen, enfin, etc. On a d'abord appelé les Macédoniens, qui sont venus, qui ont conquis, okay, ça on connaissait l'histoire, grande affaire, parce que ça a permis à la civilisation grecque de se transporter en Asie, c'est le succès de l'hellénisme, mais qui a aussi affaibli la Grèce, le cœur de la Grèce, parce que conquis par une puissance qui était proche des Grecs, n'était quand même pas Athènes ni Sparte, puissance quand même légèrement extérieure. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les guerres ont continué, les conflits, disons, ont continué, et les Grecs ont appelé une autre puissance, les Romains, à la rescousse. Et les Romains sont venus une fois, en 200 avant Jésus-Christ, 202, ils sont venus une deuxième fois en 180, puis ils sont venus une troisième fois en 146, et ils n'ont plus jamais quitté la Grèce, et ils l'ont complètement conquise. Et la Grèce a fini d'exister en 146 avant Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'on a fait avec les États-Unis. On les a appelés une fois à l'aide en 1917, deuxième fois en 1941, troisième fois avec le plan Marshall. Ils ne sont plus jamais repartis. Qui c'est qui gouverne là-dedans? Le général en chef est un Américain, donc toute notre défense dépend des États-Unis. C'est plus européen. Je dis, j'ai rien contre les États-Unis, mais je constate. Donc, à la faveur de nos divisions, de nos guerres civiles, eh bien, nous avons perdu notre indépendance comme les Grecs. Donc, deuxième destin possible pour l'Europe, c'est un destin à la grecque. C'est-à-dire qu'on finit comme une colonie américaine, et dans 50 ans, on aura un gouvernement, on sera le 53e ou 2e État américain possible. C'est peut-être pas désagréable, on peut le souhaiter, je ne sais pas, enfin, mais disons. En tout cas, c'en est fini de notre indépendance en tant que notre autonomie civilisationnelle et notre autonomie politique. Je dis, c'est pas forcément regrettable, mais enfin, il faut se poser la question de savoir si on le veut vraiment. Et donc, je me suis dit que l'Union européenne, au fond, avait le choix de ces deux voies. Et moi, ces deux voies ne me plaisent pas. Là, je parle comme Suisse, parce que je pense qu'il y a une troisième voie possible. Dans la deuxième partie de mon livre, j'essaie d'analyser les défauts de l'Union européenne actuelle. Je ne veux pas mettre en doute ses qualités, ce qu'elle a apporté, mais on le connaît. Donc une certaine prospérité, une pacification des rapports internes, qui sont vraiment des choses extrêmement importantes. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt les défauts, parce que sinon on n'avance pas. Et les impasses dans lesquelles nous sommes cette mise. Et j'en ai distingué trois. Première impasse, c'est on va commencer peut-être par, puisqu'on était dans la géopolitique, l'impasse géopolitique. Déséquilibre géopolitique.
que j'ai déjà mentionné brièvement. C'est-à-dire que la construction de l'Europe s'est faite, comme je l'ai dit, en excluant d'abord par une tutelle vis-à-vis des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui ont financé la création de l'Europe pour une bonne raison, parce que c'était pour lutter contre le communisme avec la guerre froide, par peur du communisme, qui était aussi légitime, pourquoi pas. Mais du coup, ça nous a mis sous la dépendance économique, non seulement militaire, mais économique. C'est quand même eux qui ont financé l'Union européenne, Jean Monnet, etc. Tout ça est public, c'est pas, je ne révèle rien de spécial. Mais trop grande dépendance des États-Unis. Premier problème géopolitique. Deuxième problème, exclusion de la Russie, suite à la guerre froide, pendant la guerre froide, et ce qui est beaucoup plus étonnant, après la guerre froide. Parce qu'on pouvait encore, je dis, reconnaître comme légitime le combat ou l'opposition avec le communisme. On n'est pas obligé d'être tous communistes, d'accord. Mais pourquoi alors ce combat continuait après la chute du communisme? C'est ça qui est inexplicable. Alors que la Russie voulait la démocratie, elle l'a instaurée, elle voulait se rapprocher. Toutes les années 90, elle a voulu que ça. Chaque fois, on l'a rejeté, pour de très mauvaises raisons. Et puis, troisième élément de déséquilibre géopolitique, mais plus interne, c'est l'hypertrophie de l'Allemagne. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'État fédéral, il n'y a pas de système fédéral, ça veut dire que l'État, c'est la loi de la jungle qui domine, puisqu'il n'y a personne pour contrer l'hyperdéveloppement de l'Allemagne. Alors, quand la France, vous contesterez, j'espère, elle était encore de nature gaulienne, qu'elle avait une profonde conscience des jeux et des contre-pouvoirs, des contrepoids, etc. De Gaulle l'avait très bien saisi. Il disait qu'il vaut mieux faire alliance avec la Russie pour contrecarrer à la fois les anglo-saxons, mais aussi l'Allemagne. Les deux. De Gaulle, lui, s'était battu contre les nazis, donc il savait. Une fois que cette dimension-là était perdue, la France, qui est un peu plus. Et que la réunification allemande a été faite, la France est devenue une puissance économique de deuxième zone. Face à la RFA, c'était à égalité. Mais après la réunification, il y a déjà 10 millions ou 20 millions d'habitants de plus, déjà mathématiquement, sans chercher midi à 14 heures, il y avait déjà une différence. Or, l'Allemagne n'a fait qu'amplifier cette différence depuis 25 ans. Et maintenant, vous avez une hypertrophie allemande. Je ne critique pas les Allemands. Ils font que profiter du fond de l'espace qu'on leur donne. Mais pourquoi leur donner? On peut aussi, dans un système fédéral, l'État le plus puissant n'a pas plus de pouvoir que l'État le moins puissant. Dans le système suisse, le canton de Zurich, qui fait 1 500 000 habitants, n'a pas plus de pouvoir que le canton d'Uri, qui en fait 30 000. Ça veut dire qu'il y a un équilibre. On empêche Zurich de tout bouffer, si vous permettez l'expression. Je simplifie, mais c'est ça le système fédéral. Or là, que va-t-il se passer quand l'Allemagne continuera à croître? Elle le fera, qu'il y ait une crise ou pas, du fait même de sa puissance économique et démographique, on n'y peut rien. Et surtout maintenant qu'il n'y a plus l'Angleterre, ou que le Brexit, on verra ce qui se passe, enfin, un risque de se produire. Donc, il y a un problème de pouvoir et contre-pouvoir au sein même de l'Union, puis ensuite avec l'extérieur. Ça, c'est la première cause de grands problèmes que je vois. Deuxième type de problème, c'est les conditions de création de l'Union européenne qui, imposées par la guerre et les ravages qu'on a eu à cette époque, ont fait prendre à l'Union européenne une orientation toute économique. C'était clair qu'en 1945, il fallait reconstruire un continent ravagé, pas de doute là-dessus. Mais cette orientation économique a été voulue par Schuman et par Monnet, et que De Gaulle d'ailleurs a critiqué. Eh bien, dans la conception de la haute autorité du charbon et de l'acier, voulue par Monnet, on a exclu la représentation démocratique. Il y a eu des tentatives d'introduire, mais elles ont chaque fois échoué. Avec la communauté européenne de défense, ça a échoué. Donc chaque fois, les orientations qui ont été prises ont éliminé la participation des peuples à l'exercice du pouvoir.
Et on a donné le pouvoir à des technocrates, des experts, c'était Jean Monnet. Jean Monnet, c'était un commerçant de cognac. C'est une profession extrêmement honorable, mais ça n'était pas un politique à la base. Il n'a jamais été élu. Il ne connaissait pas la notion, il était plutôt anti-parlementaire, pour des raisons qui l'honorent aussi. Et donc cette orientation où on a tout misé sur l'économie, en se disant c'est l'économie qui va, et le politique va suivre, au fond ne marche pas. Ça ne marche pas. L'économique c'est bien, mais ça n'amène aucune démocratisation, ça n'amène pas de politique. On le voit après 70 ans, on a la preuve. Donc cette orientation de départ fait que maintenant on en paye les conséquences parce qu'on a exclu les peuples de façon délibérée, en se disant ça va venir, mais ça n'est jamais venu, à la participation au pouvoir. Et que font les peuples quand ils sont exclus? Ils se vengent. Ils se vengent en votant Front National, AFD, Parti populiste, parce qu'ils ont l'impression que ces partis les représentent beaucoup mieux, les défendent beaucoup mieux que cette espèce d'ectoplasme européen dont on voit mal les contours, on ne sait pas très bien comment les décisions sont prises et dont on se sent exclu de la participation à l'exercice des normes. Pour nous, Suisses, ce serait absolument inadmissible qu'on crache les normes comme on produit la commission chaque mois sans nous consulter. Ça n'est pas admissible. Et pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours en Europe. Donc on a ce problème-là, de déficit démocratique, mais d'exclusion au fond des peuples, dont on commence à payer le prix, et à mon avis, un prix de plus en plus lourd, et donc vous, Français, payez le prix tous les jours avec les Gilets jaunes. C'est quoi les Gilets jaunes? C'est une frustration de gens qui se sentent exclus. On peut discuter ou pas, les critiquer, ça va. C'est une fois les indigner, mis debout, et puis dans 3 ans, il y aura d'autres Gilets jaunes, ça peut être rouge, bleu, j'en sais rien, mais c'est l'expression d'un malaise parce que les gens ne sont pas associés ou pas avoir voix au chapitre. Donc voilà un des problèmes. Dernier, je ne vais pas être trop long parce que je dépasse tout, mais dernier problème de cette Union européenne, c'est le problème institutionnel, au fond de la gouvernance. Comme je l'ai déjà brièvement abordé. Si vous regardez comment ça fonctionne, je m'excuse, mais c'est illisible. Vous avez une démocratie qui s'exerce au niveau des États. Pas de doute en France, etc., en Allemagne, ou plus ou moins de démocratie, mais enfin ça fonctionne. Chaque pays a ses caractéristiques, et c'est très bien. Mais vous n'avez pas de démocratie à l'échelon supérieur. À cet échelon supérieur, qui peut dire qui gouverne l'Europe? Personne. C'était la fameuse phrase de Kissinger, quand je téléphone à l'Europe, d'ailleurs, personne ne modifie, on ne sait pas à qui. Donc vous avez un jeu institutionnel qui n'est absolument pas clair. Vous avez la Commission d'un côté, le Conseil européen de l'autre, les chefs d'État, vous avez le Parlement européen, et ça que dans l'Union européenne. Puis à côté de ça, vous avez l'OTAN, puisque l'Union européenne ne s'occupe absolument pas de problème de défense. L'OTAN, dirigée pour la défense, mais ça fait partie quand même du pouvoir de l'État que la défense. Donc vous avez une autre institution complètement séparée de l'Union. L'Union n'a rien à voir. C'est souvent les mêmes, mais institutionnellement complètement séparés, où on confie à l'OTAN la défense. Et là, prise en charge avec des commandements qui ne sont pas en Europe ou aux États-Unis, sur des bases américaines, enfin je vous passe les détails, et qu'aussi un Parlement, il y a un Parlement de l'OTAN, mais complètement séparé. Donc, sécurité d'un côté, économie au sein de l'Union, vous avez le Conseil de l'Europe, autre institution, avec un espace territorial beaucoup plus long qui s'occupe de tout ce qui est droits de l'homme, Conseil, enfin, Cour européenne des droits de l'homme, etc. Donc, une autre sphère étatique complètement séparée, de déléguée à une autre institution. Vous avez l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération, avec aussi un Parlement, le Conseil de l'Europe, aussi un Parlement. Donc vous avez déjà au moins quatre institutions, avec chaque fois des parlementaires, qui font 4 trucs séparés. Mais dans un État, c'est la République française qui s'occupe de ça. Pas 4 trucs différents, avec des doublons,
avec des espaces territoriaux différents, avec une lisibilité pratiquement nulle, à moins d'être un hyper expert de tous ces domaines. Donc, je veux dire, et qui dirige, on ne sait pas très bien qui. Et comment sont désignés les gens qui prennent les décisions, de façon totalement opaque. Qui peut me dire comment sont désignés les experts de la Coreper? Coreper, c'est l'organe de l'Union européenne qui prend l'essentiel des décisions, enfin qui les prépare. Pas lui qui les prend, mais il les prépare. Quand on prépare une décision, on a déjà fait 70% du travail. Donc je veux dire, voilà. Et ça c'est un problème, cette espèce de gloubi-boulga institutionnel, comme ils l'appellent, c'est une machine à Tinguely, pour ceux qui connaissent l'artiste suisse Tinguely. On a un système qui fonctionne, des roues qui marchent, ça part de tous les côtés, mais au fond ça ne produit rien du tout, des nuages, voilà, ou des normes. Effectivement, comme je le dis aussi, la Constitution américaine c'est 20 pages, la Constitution européenne c'est 200 pages. Qui d'entre vous, moi je ne suis pas citoyen européen, mais qui d'entre vous connaît ces 200 pages? Je peux vous dire un seul article. Peut-être monsieur le sénateur, j'exagère, on verra tout à l'heure. Non, mais je vous provoque. Non, mais je veux dire, quand vous avez 200 pages de Constitution, vous avez aussi un problème. La Constitution américaine, elle fonctionne à merveille depuis 2 siècles et demi. Elle permet de digérer les Jackson, les Nixon, les Trump. Elle survivra parfaitement à Trump, malgré tout ce que Trump peut faire. Mais la Constitution européenne, dites-moi comment ça marche. La production de normes en Europe, c'est plusieurs tonnes de papier. On n'a jamais vu ça dans aucun État depuis que l'État existe, depuis 4 ou 5 000 ans. Je veux dire, on a un problème, que je trouve donc aussi institutionnel de fonctionnement. Donc pour moi, on a 3 types d'impasses. Une orientation excessivement économique, et non politique, des déséquilibres géopolitiques internes et externes graves, et un problème de gouvernance, d'institutions qui ne permet pas d'affronter les défis qui se posent à nous. Ces défis sont immenses. C'est des défis géopolitiques, c'est la montée en puissance de la Chine, c'est aussi les États-Unis. Comment on va faire? Comment on va faire pour contrer la Chine? On peut faire la guerre, ce n'est pas une solution terrible. Donc, pour moi, l'Europe, le destin de l'Europe, c'est d'être la puissance équilibrante entre les États-Unis, dont on voit qu'ils commencent à se crisper avec Trump, à décréter des sanctions dans tous les sens, donc à se crisper. Est-ce qu'on va permettre aux États-Unis et à la Chine d'accroître les tensions jusqu'à la confrontation finale, ou est-ce que la mission de l'Europe, ce ne serait pas d'être cette puissance d'équilibre, cette puissance arbitrale qui permet le tiers larron, qui permet de dire, écoutez, doucement les masses, puisqu'on est quand même la première puissance économique en termes de production, en termes de PNB, qu'on a quelque chose à dire, si on veut. Donc pourquoi pas essayer de jouer ce rôle-là? À mon avis, ce serait souhaitable. Une deuxième chose, deuxième gros défi, c'est le défi écologique, c'est le réchauffement climatique, qui ne peut pas être résolu chacun dans son coin. Mais là aussi, il faut être en capacité de pouvoir imposer nos normes. Et ça ne va pas se faire dans l'irénisme absolu. Si on veut survivre en tant que planète, nous, Européens, et vous, les Français, avec la COP21 qui a eu à Paris il y a 3 ans, vous avez aussi pris des options excellentes. Il faut pouvoir aussi être en mesure de les imposer gentiment par la diplomatie, mais la diplomatie, elle repose sur de la puissance, pas seulement sur des paroles. Donc, pour faire face à ce défi climatique, à ce défi de la biodiversité, à tous ces problèmes de transition énergétique, il faut qu'on soit en mesure de le faire. Donc, il faut aussi qu'on se pense ensemble, pas en termes de puissance brute, mais en termes quand même de capacité. Donc, quand même aussi. Et donc, moi, je préconise une Europe, comme je dis, libre, indépendante, démocratique et souveraine, parce que je pense que c'est possible. Et là, je reviens et je conclus avec la méthode suisse. La Suisse a été confrontée au XIXe siècle exactement au même type de problème que l'Europe aujourd'hui. Et au lieu de se laisser faire comme les Grecs,
comme les gens du Saint-Empire romain germanique que j'évoquais tout à l'heure, il a décidé de réagir. Après 1815, quand Napoléon, qui avait occupé la Suisse, comme beaucoup d'autres pays, a été, disons, évincé, les autres puissances voisines de la Suisse, comme d'habitude, ont essayé de s'ingérer dans les affaires suisses. La puissance dominante en 1815, c'était l'Autriche. C'était Metternich. Parce que ils avaient gagné contre Napoléon, c'était lui qui était la Prusse était un tout petit peu plus éloignée, puisque l'Allemagne n'était pas encore réunifiée. Donc c'était. Et l'Autriche, comme avant le roi de France chez nous, n'a pas cessé de s'ingérer dans nos affaires, comme les États-Unis aujourd'hui, de semer la zizanie, de nous diviser entre Suisses, comme les États-Unis le font aujourd'hui avec l'Ukraine, etc., en profitant de nos divisions pour écarter un peu plus encore les choses. Les Russes aussi essaient, de leur côté. Les islamistes aussi essaient. Donc, au lieu de laisser le champ libre aux puissances étrangères pour s'ingérer dans nos affaires et nous imposer leur dictat, on va essayer de devenir indépendant, première chose. Deuxième chose, il faut qu'on ait un État pour ça, et un État unifié. Et comme on a 4 cultures, 4 langues, 3 civilisations, la germanique, l'italienne, la française, et donc aussi 4 langues, 2 religions, il faut qu'on fasse un État fédéral. C'est exactement comme l'Europe. Il y en avait 22 cantons, à peu près comme 27 États en Europe, donc c'est à peu près la même. Bon, c'est une autre échelle de grandeur, mais c'est le même type d'hétérogénéité que l'Europe actuelle. Il y avait autant de différences entre les cantons suisses en 1815 qu'entre les pays européens aujourd'hui, en termes de langue, de culture, de tradition, de tout ce qu'on veut, de nourriture, de tout ce qu'on veut. Et ce qui a été, au fond, le choix des Suisses, c'est que les élites éclairées de la Suisse, qui s'appelaient à l'époque les radicaux, eh bien, se sont dit que plutôt que de lutter contre le peuple, en favorisant les ingérences étrangères, on va le faire avec le peuple. On va faire alliance avec le peuple, c'est-à-dire qu'on va accepter de perdre une partie de nos privilèges financiers, économiques et politiques, en restituant au peuple un peu de richesse et un peu de pouvoir politique. Et la création du fédéralisme suisse, c'était ça. C'est ce parti, ces gens-là, qui sont réunis en disant plutôt que de maintenir l'ancien régime et les privilèges acquis, on va accepter de faire ça, créer un État fédéral, indépendant, et à travers les mécanismes démocratiques que sont le droit de référendum et le droit d'initiative, on va laisser le peuple s'exprimer, quitte à perdre un peu au passage. Ils ont perdu. Il y a eu des régressions. Lorsqu'on a instauré le droit de référendum et d'initiative, il y a eu des régressions. Certains cantons ont rétabli la peine de mort. D'autres, on dirait, comme chez vous, sont octroyés une 6e semaine de vacances. On me dit, ah, les Français, on ne peut pas leur donner ce droit-là parce qu'ils ne vont plus travailler, me dit-on. Non, si on donne aux gens la responsabilité, ils la prennent. Et c'est fait de façon concertée, on n'a pas tout donné, mais on a accepté de perdre un peu. Ces élites-là ont accepté de perdre un peu de privilèges, et en échange, ils ont reçu l'adhésion populaire. Et cette adhésion a permis de construire cet État fédéral, indépendant, et de dire aux Autrichiens, ne vous mêlez pas vos affaires, vous ne réussirez pas. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de s'ingérer, de financer des partis, de financer des élites. Le plus gros débat, ça a été la couleur des uniformes de l'armée, la future armée suisse. On s'est battu, les Autrichiens finançaient des campagnes pour faire échouer la votation. Parce que la couleur des uniformes, c'est évidemment pas la couleur qui importait, c'était la création d'une armée autonome suisse. C'était ça l'enjeu de la votation, c'était clairement pas la couleur. Parce qu'en créant une armée suisse, parce que ça voulait dire aux autres, à nos grands voisins et amis, aux Français, qui retrouvaient leur puissance avec la Restauration, aux Autrichiens, etc., ne vous mêlez pas nos affaires. Et ça a été possible. On a eu une guerre civile, ça n'a pas été tout seul. Hein, c'est une petite guerre civile, 137 morts, c'était limité, quand même. Ça n'a pas été facile,
Mais on a réussi à le faire. Et le résultat, c'est que le gâteau s'est agrandi. C'est que les élites qui avaient accepté de perdre un petit peu, donner un peu sous forme de prestations sociales donc au peuple, qui s'est senti lui aussi un peu récompensé, la confiance est revenue, la confiance s'est établie, et cette confiance a permis d'agrandir le gâteau. Et au fond, tout le monde en a profité, les élites en accroissant leur propre part, puis les autres en ayant aussi une part de ce gâteau. Et si on regarde après 150 ans, la Suisse, malgré tous ses défauts, son égoïsme, etc., en termes de stabilité, en termes de prospérité, en termes de présence dans le monde, on a 8 millions d'habitants, c'est à peine le gros Paris, comme diraient les Allemands, le Grand Paris. On pèse quand même quelque chose pour dire qu'on est tout petit, pas totalement insignifiant. Donc si on a réussi par cette méthode à créer une Europe de 500 millions d'habitants, bien structurée, eh bien à mon avis, l'Europe aurait l'avenir devant elle. Je m'arrête là.